Bonjour, je m'appelle Denis Bucher. Ça fait pas mal d'années que je m'investis dans les associations, de manière beaucoup plus active maintenant, notamment ici à Ferney-Voltaire dans le pays de Gex, qui se trouve dans le Grand Genève. Mais depuis déjà la première année primaire, j'étais membre d'associations comme le WWF, parce que déjà à l'époque, on voyait l'impact de l'homme sur la nature, comme on disait à l'époque. Donc j'ai toujours été sensibilisé à ces sujets. Euh, mais là, je suis beaucoup plus actif depuis que je suis à Ferney. C'est peut-être aussi le dynamisme de la région. Donc je suis membre d'associations et actif dans des associations comme les Amis de la Réserve naturelle, la Haute-Chaîne du Jura, aussi l'association des piétons et cyclistes, ou la FRAPNA, qui est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Et en étant actif dans cette région, qui est une région transfrontalière, ce qui est aussi quelque chose de très intéressant, parce qu'on peut confronter aussi différentes façons de fonctionner, différentes expériences, différents historiques. Ça nous a aussi amené, avec quelques-uns, à organiser Alternatiba Léman. Donc Alternatiba, c'est en fait un événement qui a commencé dans le sud-ouest de la France, dans les Pays Basques plutôt, et qui a pour but en fait de mettre en avant les initiatives locales, c'est-à-dire de ne pas attendre que ça vienne d'en haut, comme justement avec la COP 21, mais plutôt que nous, citoyens, de montrer ce qu'on peut faire, et notamment via les associations, et de montrer aussi que si on est unis pour faire avancer les choses, on est beaucoup plus fort. Tu nous as parlé de la COP 21. Cet entretien s'intitule Raconte moi une histoire. Raconte-nous ton histoire avec la COP 21. Comment est-ce que tu as découvert la COP 21? Alors, de deux façons. Alors, c'est clair que comme tout le monde, j'avais un tout petit peu suivi Rio, plus 20, enfin des différentes COP avant, etc. Mais de loin. Et en fait, la COP 21, vraiment, où c'est la première où je me suis investi en me renseignant plus, en comprenant plus les tenants, les aboutissants, c'est justement grâce à Alternatiba Léman. Parce que le but des Alternatibas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus de 100 Alternatibas en France et en Europe, à partir de celui qui a eu lieu dans le Pays Basque, à Bayonne. Et en fait, ces Alternatibas avaient justement pour but d'avoir lieu donc en 2015, dans le but de la COP 21, pour mobiliser les gens dans cet objectif-là, pour montrer, c'est quand même un des buts principaux aussi d'Alternatiba, pour montrer que les citoyens, la population, ça lui tient à cœur que des décisions soient prises lors de la COP 21. Donc, je dirais que c'est Alternatiba qui m'a fait me rapprocher, comme c'était un des objectifs d'Alternatiba, c'est Alternatiba qui m'a fait me rapprocher de la COP 21. Alors, comment tu as vécu cet événement et déjà toute cette effervescence, le fait qu'il y a la signature d'un protocole? Alors, je pense que je reviendrai plus tard sur, à mon avis, les vraies solutions ou comment vraiment aborder la question. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, certains s'en sont réjouis et d'autres en sont déçus. Mais c'est vrai que la COP 21, ça reste, même si c'est une victoire entre guillemets par rapport à ce qu'on craignait, beaucoup de gens sentent que c'est pas de là que viendront vraiment les solutions. Mais par contre, il faut reconnaître que c'est quand même une certaine victoire, une certaine réussite d'être arrivé en accord, d'être arrivé en accord qui réunisse tous les pays et avec un contenu de l'accord qui, sur les principes, sur les faits, on peut en discuter, on va en discuter, mais qui, sur les principes, est plutôt bon. Ça, il faut reconnaître, c'est un peu le côté positif. Comme je le disais, c'est un peu la médaille, et qu'il y a la médaille et le revers de la médaille. Donc je pense qu'il faut reconnaître que c'est quand même historique, c'est vrai, d'avoir tous les pays qui officiellement, institutionnellement, ont validé un accord qui reconnaît des points comme les degrés pour le climat, et de ne pas parler de 2 degrés, mais de 1,5. Il y a quand même un certain nombre de choses, il faut reconnaître, et notamment les grands pays. Alors là, il y a vraiment un courage politique et une vision, notamment de la Chine, qui est exceptionnelle. Je veux dire, on a quand même la chance à ce niveau-là. C'est ce virage de la Chine, qui est peut-être pas un virage, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont conscients, parce que finalement, c'est un des pays qui est venu le plus tard au problème écologique et à l'industrialisation massive.
mais c'est ceux qui l'ont subi aussi le plus et le plus fort. Je pense que c'est un point très important. On dit la Chine est un des pays qui pollue le plus, mais ce n'est pas la Chine qui pollue, c'est nous, c'est nos usines qui sont en Chine. C'est nous, pays occidentaux, quand je dis nous, pays occidentaux, on se comprend, tout le monde ne valide pas ce modèle, mais c'est nous, pays occidentaux, qui sommes allés mettre nos usines en Chine. Il y a même beaucoup d'usines en Chine qui appartiennent à des groupes européens ou américains. Et la pollution de la Chine, sur la pollution de la Chine, il n'y a que 30% qui est pour le marché intérieur. 70-70% de la pollution chinoise est uniquement pour produire des biens pour le reste du monde. Donc ça, il faut être conscient. Bon. Donc ça, c'est le côté positif de la COP21. Mais maintenant, dans les faits. Alors dans les faits, c'est vraiment différent. Dans les faits, l'accord de la COP21 n'est pas contraignant, très peu contraignant. Et c'est peut-être là qu'il y a une certaine hypocrisie de beaucoup de pays de se dire, bon, ça ne nous coûte rien de signer cet accord, puisque derrière, on n'est pas obligé de faire grand-chose. Et ça, c'est la vision un peu plus négative, notamment des ONG. Et elles ont raison aussi, en fait. Alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ce que tu appelles le système, dans lequel nous sommes tous? Qu'est-ce qui t'horripile le plus par rapport à toutes ces questions d'environnement, de nature? Oui, alors moi je dirais que je pense que si j'ai une baguette magique, justement je pense qu'elle n'existe pas et qu'au contraire c'est à tout le monde de faire quelque chose. Mais si j'en ai une, ce serait peut-être d'ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens sont conscients qu'il faut faire quelque chose, que c'est important. Je pense que même beaucoup de gens sont conscients de cette urgence climatique. On voit même certains élus, on entend des élus qui en parlent, et je pense qu'un certain nombre sont vraiment sincères, c'est pas la question. Mais concrètement, dans les faits, ils font pas grand-chose, ou c'est vraiment à la marge, alors qu'il faudrait vraiment changer des choses plus massivement. Et là, en fait, la baguette magique, pour moi, ce serait d'ouvrir les yeux des gens, pour leur montrer ce que moi j'ai vu dans la vie quotidienne, ou ce que d'autres ont vu aussi. Hein. Je ne dis pas que moi, je suis loin d'être parfait, moi j'ai vu des pistes, mais d'autres ont vu d'autres pistes. Et en fait, je pense qu'il faudrait montrer aux gens les cas concrets. C'est ce qu'on fait notamment parce qu'on organise à Ferney-Voltaire le festival du film vert qui a lieu dans un certain nombre de villes en Suisse et en France. Et les films, pour ça, je pense que c'est un moyen très fort de montrer des choses aux gens. Et ça permet aux gens de voir des cas concrets, de se dire oui, en fait, c'est possible. Mais non seulement c'est possible, et ça marche, et c'est agréable, et ah oui, ça fait envie, etc. Donc peut-être de faire envie aux gens, de montrer que c'est plus facile. Et un exemple auquel j'ai pensé l'autre jour, c'est de me dire, mais s'il y a un astéroïde qui arrivait sur la Terre, et on estimait qu'il y a 80% de chances que la Terre soit détruite dans 2 mois, qu'est-ce qui se passerait? Tout le monde se mobiliserait, au minimum les États, les gouvernements, etc. Mais je pense que la population aussi, il faut absolument trouver une solution. Et là, on parle de 80% de risque. Mais pour le climat, on parle de 99,99% de chances ou de risque que ça produise une catastrophe. Et là, personne ne fait rien. C'est pas vrai que personne ne fait rien. Mais c'est pas du tout le même niveau de mobilisation que si un astéroïde arrivait. Et au contraire, il y en a encore qui parlent des 0,001% de chances que ça n'arrive pas, donc peut-être qu'il ne faut rien faire au cas où il n'y aurait pas de catastrophe qui arrive. Et cette différence entre ces deux sujets, moi j'ai envie de poser la question aux gens qui nous écoutent. Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que dans le cas de l'astéroïde, on se dit « Ouh là là, quelle catastrophe, il faut absolument qu'on fasse quelque chose », et dans le cas de l'urgence climatique, on fait si peu? Première question. Et la deuxième question, c'est aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus soi-même? Parce que le deuxième point, c'est que l'astéroïde, le problème, il ne vient pas de nous, on n'y peut rien, ça nous arrive dessus. Alors que l'urgence climatique, c'est nous les responsables. Je ne dis pas les coupables, hein, mais on est responsables, on est la cause du problème. Donc si on est la cause du problème, on peut aussi, on a aussi plus de pouvoir pour le résoudre. Et donc, c'est-à-dire qu'en plus, on a plus de pouvoir que dans le cas de l'astéroïde, et on en fait même moins. Et d'autant plus que tous, autant qu'on est, on peut faire quelque chose. Et la question que je pose justement aux gens qui nous écoutent, je me la pose aussi à moi-même. Et je pense que si on arrive à répondre à cette question avec un certain nombre de pistes, peut-être qu'on aura aussi des débuts de solutions
pour peut-être agir plus concrètement, plus localement, et soi-même changer aussi sa façon de vivre. Comme pour le bio. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais le bio, c'est cher ». Déjà, c'est pas si vrai, parce qu'on peut acheter, c'est clair, si on achète les biscuits suremballés avec 18 couches de plastique, même en bio, ça va être très cher. Mais peut-être qu'on peut acheter les biscuits en vrac, ils seront peut-être moins chers que les biscuits pas bio de la marque connue, qui fait plein de pubs à la télévision, dans le supermarché traditionnel. Bon. Et c'est un peu la même chose dans ces sujets-là. C'est que et en fait, pourquoi? C'est que si on dit on veut remplacer le non-bio par du bio et on mange exactement la même chose, les mêmes marques, etc., là, oui, ça coûtera plus cher. Mais si on se dit tout ce qui est suremballé, j'achète plus de suremballé. Tout ce qui est des grandes marques multinationales, j'achète peut-être des entreprises locales ou chez l'agriculteur du coin ou au marché, ou dans le supermarché du coin, mais qui vend des choses plus locales. Et si on dit je mange un peu moins de viande parce que c'est plus sain de manger moins de viande, si ça se trouve à la fin, on va dépenser moins d'argent pour la nourriture que ce qu'on dépensait avant. Et c'est la même chose par exemple pour la voiture, c'est de se dire, il ne faut pas se dire, avant je faisais cette liste de choses en voiture, j'allais à tel endroit, et je veux faire exactement la même chose en transport public. Il faut peut-être se dire, désormais, telle chose, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller? Peut-être pas finalement. Et je suis peut-être mieux tranquille chez moi à lire un livre, plutôt que de passer 1 heure en voiture à aller dans un sens, une demi-heure plus sur place, et 1 heure en voiture à revenir dans l'autre sens. Et je pense que c'est ça, et c'est peut-être là, ça la baguette magique, c'est de faire un pas en arrière et de dire, au lieu de changer les choses point à point, il faut peut-être revoir un petit peu la façon dont on vit, se redonner peut-être prendre plus de temps pour les choses, faire un peu moins de choses. Quand on les fait, ça nous prend un peu plus de temps et on se donne un peu plus de temps. Mais, et finalement, on se rend compte qu'on a plus de temps pour soi sans la voiture, parce qu'on passe moins de temps dans la voiture, donc on a plus de temps pour lire, pour faire d'autres choses, ou même pour regarder la télévision, hein, à la limite, pourquoi pas. Et on fait moins de choses, mais plus qualitatives. Et les choses qu'on fait, on les fait parce qu'on veut vraiment les faire. Est-ce qu'il y a un fait, une personnalité ou un sujet qui te fait vraiment plaisir, beaucoup plus qu'un autre, qui peut aussi être porteur d'optimisme dans toute cette... Oui, alors, moi je pense que si on veut trouver quelque chose en optimisme sur le sujet, je pourrais en citer beaucoup. Plein d'associations locales, ça va être justement plein d'associations locales qui font plein de choses formidables, et ça, il y en a beaucoup. Et j'ai cité des exemples dans l'agriculture, dans la mobilité, il y a plein de choses géniales, plein de petites initiatives. Mais peut-être que je vais parler d'autres choses, puisque on parle de la COP21, quelque chose de très institutionnel. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est des gens, je vais citer par exemple Pascal Canfin, qui était ministre écologiste, donc qui est vraiment convaincu de ces sujets-là, et qui était dans la COP21 et qui a essayé de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il était proche du ministre qui s'occupait de la COP21, donc il a pu faire pousser les choses. Et donc c'est quelqu'un qui s'investit au niveau des institutions, et c'est quelqu'un qui a fait venir souvent en France le Sud, les pays en voie de développement, etc., pour dire, en fait, c'est pas à nous de dire ce qu'on veut faire, nous, la France en l'occurrence, ce qu'on veut faire comme politique en Afrique, voilà. Il a fait venir une jeune femme d'une tribu nomade, je crois, en plus, d'un pays africain, et qui représente ces peuples. Peut-être que la chose positive, c'est qu'il y a des gens comme Pascal Canfin qui viennent mettre la vérité, la réalité du terrain, et qui fassent remonter, pour le coup, ce qui se passe vraiment sur le terrain, dans notre vie, à nous tous, sur la planète, au niveau local, de remonter ça dans ces institutions, pour que les institutions soient obligées de prendre des décisions qui soient en accord avec ce qui se passe vraiment partout sur la planète. Et ça, je pense, c'est le côté positif, et je pense que si on arrive à ce que ça se passe plus souvent comme ça, je pense que là, on arrivera à avancer aussi plus vite, même au niveau institutionnel.